Johan, sur ce sujet de la presse papier et la presse numérique d'une manière générale, puisque vous parliez du Washington Post à l'instant même. Nous allons enchaîner avec le débat suivant, la table ronde suivante. Depuis 7 ans maintenant, les Assises internationales du journalisme de Tours offre un rendez-vous incontournable pour la profession, c'est son baromètre social. Et c'est vrai que cette année, c'est important que d'en parler. C'est vrai qu'on parle de pandémie, on parle de cette crise sanitaire. Il y a aussi une crise économique, une crise sociale. Et c'est vrai que les médias sont touchés, la télévision, la radio bien évidemment, et puis la presse écrite, et notamment la presse quotidienne régionale. On va en parler parce que, bien sûr, ça a des conséquences socialement parlant. En tous les cas, les intervenants qui sont là aujourd'hui, Jean-Marie Charon, que l'on a déjà vu ce matin, sociologue des médias et chercheur au CNRS, Julie Lalouette-Geffroy, je ne sais pas si je prononce bien votre nom, en tous les cas vous êtes vice-présidente de l'association Profession Pigiste, et c'est important de parler des pigistes en ce moment, surtout en cette année 2020, parce qu'il y a vraiment une grosse problématique autour de cette profession et de ce statut surtout. Et Emmanuel Poupard, président du SNJ, le syndicat national des journalistes. Madame, messieurs, je vous laisse et je vous donne mon micro. Merci. Bien, bonsoir. Donc effectivement, comme ça vient d'être annoncé, je ne sais pas si ça marche bien. Le baromètre, c'est un peu une tradition et une tradition avec une structure qui est un peu inchangée. Dans un premier temps, je vous donne quelques chiffres qui vous permettent de situer quelques tendances à l'intérieur de la profession de journaliste. Dans un deuxième temps, on évoque ce qu'on appelle, nous, les événements qui ont concerné les entreprises pendant cette année. Et là, vous verrez que comme c'est une année qui fait 20 mois, les événements ont eu tendance à se multiplier. Sans compter effectivement l'influence du confinement et de la Covid. Et puis généralement, je fais un focus, un petit coup de projecteur. Et là, je vais me concentrer effectivement sur quelques effets qu'on peut déjà identifier comme étant directement liés à la question de la pandémie et surtout du confinement. Ceci dit, il faudra être prudent parce que c'est les premiers effets, on va dire. C'est probablement qu'un certain nombre apparaîtront plus lentement. Alors la partie chiffres, on est dans une profession, vous le savez déjà, pour ceux qui assistent à ces assises depuis très longtemps, dont les effectifs ont progressé parfois d'ailleurs très fortement jusqu'à 2009 et qui à partir de 2009 ont tendance à reculer. Cette année, j'ai un peu bricolé, je vous le reconnais, c'est-à-dire que d'habitude on a les chiffres qui sont donnés par la commission de la carte en début d'année, en janvier, mais la commission de la carte fait aussi un relevé de ce qui se passe au milieu de l'année. Donc là, je vais vous donner les chiffres du milieu de l'année. Peut-être que c'est un peu incohérent parce que dans les jeunes qui sortent des écoles de journalisme, probablement qu'un certain nombre vont demander leur carte de presse. Ça va peut-être un peu modifier les chiffres que je vais vous ai donnés. Mais ce qui est frappant, c'est qu'on a cette année, incontestablement, je dirais une marche qui est carrément franchie par rapport à la diminution du nombre de cartes de presse, puisqu'on est à 33 679 cartes, c'est-à-dire qu'on arrive en gros à un recul de 10% des effectifs de journalistes par rapport à la période la plus haute de 2009. Donc cette année, ça ferait un recul depuis le 1er janvier de presque 900 journalistes qui auraient quitté la profession, ce qui est beaucoup plus que la moyenne habituelle où on était plutôt sur des moyennes autour de 200, 300, voilà. Deuxième chiffre, moi, que je trouve plus significatif encore, et là aussi c'est un chiffre du mois d'août, c'est le nombre de nouvelles cartes. Là, on est à 1239 demandes de nouvelles cartes contre 1757 au début de l'année, enfin qui correspondait à l'année 2019. Ça veut dire qu'on serait à presque 30% de recul sur les demandes de nouvelles cartes.
Alors après, si vous voulez, traditionnellement, et là je reviens sur les chiffres du début de l'année, parce que ça, j'ai pas eu les chiffres correspondant au mois d'août, on a toujours deux observations, c'est celle de la précarité. Alors moi, j'appelle précarité parce qu'on peut très bien uniquement parler des chiffres de pigistes, où on peut parler aussi de cette catégorie un peu particulière de gens qui sont au chômage mais qui ont gardé la carte de presse. Moi, je les mets ensemble. Je considère que c'est une situation de précarité. Et là, on arrive à 24,12% de journalistes en situation précaire. Vous me direz, c'est des chiffres qu'on a vu gonfler déjà d'autres années, mais enfin, concrètement, ça veut dire qu'un journaliste sur 4 est en situation de précarité. Alors ensuite, dernier chiffre, après on passera davantage à la description de ce qui s'est passé. On est effectivement dans une profession qui se rapproche de la parité. Chaque année, je dis c'est l'année prochaine que je vais annoncer l'équilibre entre les femmes et les hommes dans cette profession. Non, on n'y est pas encore tout à fait, on est à 47,5% de femmes parmi les journalistes. Alors maintenant, les grands événements, je vous renvoie pour la multiplicité de ces événements à la version écrite que vous allez trouver sur le site des Assises. Donc je vais simplement faire ressortir quelques tendances. La première tendance qui quand même est frappante depuis maintenant 2-3 ans, c'est à quel point on retrouve la presse quotidienne régionale dans les situations compliquées, que ce soit des faillites. Là, en l'occurrence, on a eu Paris-Normandie, on a eu France-Antilles et on a eu la Marseillaise. Et puis, on a des plans de restructuration avec parfois des groupes qui reviennent régulièrement. Je vois par exemple qu'on a de nouveau Sud-Ouest, on a aussi EBRA, où on a eu souvent des plans et dans un premier temps des clauses de cession, puis non renouvelées, et puis donc des plans de diminution. Et puis on a, puisqu'on est ici à Tours, on a aussi la Nouvelle République du Centre-Ouest qui a réorganisé ses structures. On en a parlé ce matin, mais notre amie Chantal Pétillat a oublié de nous dire qu'il y avait moins de postes dans la nouvelle organisation. Alors il y a aussi, et ça c'est une situation qui rompt un peu avec les dernières années. Je vous rappelle, l'année dernière, j'avais dit que le patron du Figaro nous avait dit les plans sociaux dans la presse quotidienne nationale, c'est fini. Il nous avait dit ça d'ailleurs à la presse au futur. Eh bien, hélas, on retrouve la presse quotidienne nationale dans les plans. Le Figaro notamment, Libération, L'Équipe, l'UMA aussi, et Paris Turf, et vous savez, dans un contexte où le titre a été en faillite. Il y a troisième grand segment, et là c'est quelque chose d'une autre nature, me semble-t-il, et que je ne rattacherai pas du tout à la question de la Covid d'ailleurs, c'est ce qui se passe en presse magazine. Et là, en presse magazine, on est en train de payer ce qui faisait, me semble-t-il, la caractéristique de cette presse magazine en France, c'est que c'était des entreprises avec des logiques financières élevées, avec des gens qui attendaient des rentabilités importantes, et ces gens ont tendance à partir. Ça a été le cas de Lagardère, qui petit à petit a bradé, liquidé tous ces secteurs. C'est le cas aussi d'Altis, qui met notamment l'Express dans une situation extrêmement inconfortable. Et puis on a de nouveaux entrants, donc le groupe hongrois CMI Publishing, et puis par ailleurs Reworld Media, mais je laisserai éventuellement à certains d'entre vous qui veulent intervenir, qui pourront commenter ce que ça veut dire d'avoir un groupe comme Reworld Media dans ce secteur-là. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que là aussi, on voit apparaître une notion qui quand même, heureusement, n'est pas très fréquente dans notre bilan, c'est carrément la disparition de titres, et notamment un titre comme Glamour. J'arrive pas. Excusez-moi. Alors l'autre secteur qui est important, et là il y a quelque chose de très très inusité, c'est le secteur de l'audiovisuel. Alors dans l'audiovisuel, on a hélas depuis de nombreuses années les politiques de l'État
qui, aussi bien en radio qu'en télévision, n'ont cessé de vouloir réduire les effectifs des entreprises publiques, que ce soit des entreprises nationales ou internationales comme France Média Monde, où là, à chaque fois, on a des plans sur de longues périodes qui prévoient des diminutions significatives. Mais si vous étiez là il y a quelques années, j'avais fait un focus sur la télévision d'information en continu. Et je vous avais dit, voilà un segment de médias, il n'y en a pas tellement, hélas, qui recrutent. Et on avait d'ailleurs des bilans de recrutement qui étaient très importants. Et là, incontestablement, on a un retournement de tendance avec le groupe Next Radio TV. Et là, vous avez certainement vu, les chiffres sont très impressionnants. 245 CDI supprimés, 30% de pigistes qui ne vont pas pouvoir travailler et presque 40%, je crois, de gens qui sont comment on appelle ça, en situation de comment on appelle ça, les gens qui sont en statut audiovisuel, là, vous savez, voilà, les statuts d'intermittents. Voilà. Donc voilà, si vous voulez, un peu les grands événements. Et puis je vous conseille d'aller voir très concrètement chacun des dossiers, parce que grâce aux syndicats qui nous accompagnent, grâce aussi à la correspondance de la presse qui à chaque fois nous aide, grâce bien sûr à la commission de la carte, on a la possibilité de vous donner un recensement, je crois, qui est assez exhaustif de tous ces dossiers. Alors le focus Covid, premier élément qui est frappant, évidemment qui caractérise la situation des médias, c'est l'effondrement de la publicité. Et quand on parle d'effondrement, c'est pas un euphémisme, il y a des chiffres qui ont été publiés par l'organisme spécialisé qui est l'IREP, qui en gros évalue pour le premier semestre la diminution à moins 30%. Et là, ça concerne, alors c'est pas forcément tous à moins 30%, mais c'est tous les médias qui sont concernés, y compris la télévision, y compris et surtout certains secteurs de la presse écrite, et notamment je pense à la presse magazine, moins 34% de la presse magazine. Hélas, pour la presse écrite, le Covid, c'est aussi une diminution des ventes, surtout diminution de la vente au numéro, d'autant que le Covid s'est combiné avec la faillite de Prestalis, et donc un arrêt pendant toute une période, ou en tout cas une très forte perturbation de la distribution des journaux. Et comme vous le savez peut-être, au mois de mars, on était dans une situation où on avait moins 44% de ventes au numéro pour les quotidiens et moins 45% de ventes pour les magazines. Par ailleurs, je suis assez inquiet de la manière dont la Poste a réagi à cette situation, c'est-à-dire en sous-évaluant complètement son rôle traditionnel de soutien à la presse, qui d'ailleurs a pour correspondance des aides de l'État, et où là, dans de nombreux endroits, et moi je fais partie, comme j'habite dans un village, je suis très sensible, j'ai pas vu de journaux pendant des semaines entières. Voilà. Et je pense que pour les abonnés à la presse imprimée, c'est quelque chose qui va rester et qui a probablement conduit, ce qu'on a entendu ce matin d'ailleurs à propos d'Ouest France notamment, un renforcement de l'abonnement au numérique pour des gens qui avaient de moins en moins, qui étaient de moins en moins, quoique pour Ouest France vous êtes sur le portage, c'est un peu différent, mais dans beaucoup d'endroits, c'est effectivement la disparition des journaux. Ça veut dire tout cela, ces deux éléments-là, ça a produit des faillites, je ne reviens pas dessus, mais c'est effectivement important, des arrêts de titres, une multiplication effectivement de plans sociaux et de PCE, donc de plans de sauvegarde de l'emploi, j'aime toujours ce terme de plan de sauvegarde de l'emploi, le dégel d'embauche. Là, on a du mal à les évaluer, mais je pense qu'on les retrouve dans la diminution des nouvelles cartes. Je pense que là, ça traduit, c'est une des traductions. Des plans de départ à la retraite non remplacés aussi. Tout à fait, des plans de départ non remplacés. Et puis, il y a cette petite mauvaise musique qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, de journalistes qui nous disent « bon, basta, c'est fini, je m'en vais ». Et je pensais vous en faire un peu un compte-rendu, et puis on s'est dit non, on fait les choses sérieusement. On en fait une enquête, et cette enquête, je la fais avec une jeune chercheuse, Adenora Pijola, et c'est le prochain focus
de 2021 que je vous promets, qui seront les résultats de cette enquête, qu'on fera peut-être d'ailleurs en partenariat avec le SNJ, la CGT, les différents syndicats qui veulent bien nous accompagner. Nous, on va faire du qualitatif, hein. On en a une quarantaine d'interviews et derrière, ça serait bien d'avoir quelque chose de... Alors ensuite, les autres points surtout du confinement, comme on l'a vu ce matin, ça a été la disparition de matière pour de très nombreux journalistes, et notamment les localiers, on l'a vu ce matin, l'obligation de travailler sur de nouvelles matières, et en même temps, d'obligation de travailler dans de nouvelles conditions, avec comment a été géré le chômage partiel. Certaines entreprises ont très bien équilibré géré le chômage partiel entre toutes les catégories de professionnels. Dans d'autres, ça a été beaucoup moins simple. Et puis, c'est le télétravail. Et là, j'insiste pas trop, puisque demain matin, on a effectivement un atelier sur le télétravail. Voilà. Par ailleurs, c'est vrai que c'est le paradoxe effectivement de ce Covid, ça a été de nouvelles manières de travailler, de nouvelles manières d'entretenir la relation entre les journalistes et leur public, l'accompagnement donc par les quotidiens et par les différents magazines, et avec le développement de formes de journalisme comme le journalisme de solution, un journalisme de service, un journalisme de fact-checking, qui étaient souvent des sujets qui étaient débattus dans les rédactions pour savoir si effectivement c'était de véritables perspectives dans le renouvellement éditorial, ou est-ce que c'était plutôt un peu des phénomènes de mode. Donc là, on verra, on se donne un peu de temps pour voir. C'était un peu une des discussions qu'on avait ce matin à propos de la PQR. Est-ce que ce qu'on a observé dans la période qui vient de s'écouler va avoir des prolongements dans les mois et les années qui viennent? Donc je passe la parole, j'espère que je n'ai pas été trop long, à mes deux partenaires. Je propose à Emmanuel Poupart, donc, qui est journaliste au Courrier de l'Ouest, et en même temps... C'est secrétaire général, on dit ? Premier secrétaire général. Premier secrétaire général au SNJ, de nous dire de tout ça, ce qu'il retient comme éléments les plus saillants ou les plus préoccupants. En tout cas, merci à Jérôme et aux Assises de me donner la parole. Je ne sais pas si je dois remercier Jean-Marie de nous avoir remonté le moral, puisque le baromètre, comme on dit chez moi, baisse, et baisse d'année en année. Et donc il baisse évidemment sur le mauvais temps et le très mauvais temps. Moi je suis assez pessimiste, voire très pessimiste, parce que par rapport à ce qui est décrit pour l'instant sur un certain nombre de secteurs dans la presse, je pense qu'on n'est qu'au début et que le plus gros orage va encore arriver. Et donc on a, nous, au SNJ, de fortes inquiétudes. Alors je dis au SNJ, mais chez les syndicats de journalistes, on a de grosses inquiétudes sur la suite. Parce que c'est vrai que, bon, apparemment, si la presse nationale avait dit, bon, d'accord, plus de plans sociaux, reste que les employeurs ont maintenant à leur possibilité d'autres moyens de licencier ou de se passer des salariés, comme la rupture conventionnelle collective offerte par les ordonnances Macron. Donc on est dans un contexte très particulier en ce moment. En effet, il y a l'effet combiné de la Covid qui n'a vraiment pas arrangé les choses sur un secteur de la presse, des médias, qui n'en avait vraiment pas besoin. Donc avec l'effet de cette pandémie, plus la fragilité déjà du secteur, avec une difficulté d'avoir de la publicité, comme l'avait dit notamment Jean-Marie, merci. Il y a quand même une difficulté pour les entreprises à se prolonger, à voir l'avenir. Et évidemment, ça pose la question derrière, comment on sort l'information, avec quels moyens ? Quels sont les moyens disponibles par la rédaction et les journalistes pour sortir une information de qualité? Et là, très clairement, ça nous interroge beaucoup sur la démocratie de demain, avec ce baromètre et ces chiffres qui sont vraiment, vraiment inquiétants. Merci.
Alors je me tourne vers Julie et moi ce que j'ai entendu, enfin ce que j'ai vu dans le baromètre et qui m'a frappé, bon, j'ai signalé ce chiffre, 1 sur 4 effectivement journaliste aujourd'hui est dans un statut ou de pigiste, mais c'est la majorité dans ce qu'on appelle les précaires, ce sont des pigistes. Mais il y a une autre chose évidemment qui m'a frappé, c'est quand j'ai dit qu'il y avait de la matière qui avait disparu pour certains. Et quand on est dans une rédaction importante comme on a vu ce matin pour Ouest France, etc., on dit un tel, on va retravailler. Vous étiez hier sur le sport, hier sur un certain nombre d'activités associatives, demain vous serez sur l'accompagnement des publics, mais lorsqu'on est pigiste spécialisé et qu'on est sur le sport et qu'on est sur la culture et qu'on est sur un certain nombre de domaines qui d'un seul coup sont partis sous les pieds des gens, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Il se passe rien. Il se passe que les pigistes qui étaient spécialisés en sport ou en culture n'avaient simplement plus de boulot, plus d'interlocuteurs et plus d'employeurs à qui parler. Donc là-dessus, voilà, c'était assez simple. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Emmanuel, sur l'avenir de la démocratie et ce qui va se passer plus tard, j'aimerais rappeler, moi je trouve que ce qui se passe c'est du sabotage en fait, quelque part, parce que les journalistes pigistes sont les journalistes qui sont souvent spécialisés sur un sujet, spécialisés sur un territoire, donc ils le connaissent très bien. Donc qui ont un carnet d'adresses, etc. C'est ce qui permet à des mensuels de pouvoir faire un numéro dédié à l'intelligence artificielle et le mois suivant sur le design, par exemple. Parce qu'évidemment, on n'a pas des journalistes généralistes qui peuvent être spécialistes de tout, c'est bien logique. Donc là, on voit qu'en fait, finalement, ces pépites du journalisme que sont les pigistes, ont été pris pour une marge d'ajustement. C'est aussi simple que ça, en se disant on a une baisse des budgets publicitaires, on baisse le budget pige et puis voilà, et on va faire comme s'il se passait rien, on va attendre et rien. Sauf qu'en fait les pigistes sont des salariés et à ce titre-là doivent être considérés comme des salariés, comme faisant partie de la rédaction. C'est pas parce qu'ils sont pas là physiquement qu'ils n'existent pas. Donc peut-être qu'avec le télétravail maintenant il y en a qui comprendront mieux cet aspect-là des choses. Mais c'est clair que là-dessus les pigistes ont vraiment été en première ligne. Et c'est vraiment problématique. Après, il y a des choses qui ont quand même évolué parce que il y a quand même l'intersyndicale qui a réussi à faire sortir un décret pour qu'il soit appliqué aux journalistes pigistes et qui bénéficient des mesures de chômage partiel. Donc là-dessus, on a quand même une avancée qui est quand même énorme de reconnaissance claire, nette et explicite et définie de ce que c'est un pigiste. Donc ça, en théorie, c'est super. Après, il y a le problème de la mise en pratique avec clairement des employeurs qui rechignent, qui ne comprennent pas très bien comment interpréter un texte de loi. Donc là-dessus, les syndicats ont su les conseiller, et continuent de les conseiller ardemment sur le sujet. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une difficulté à ce niveau-là. Et en même temps, il suffirait simplement de faire appliquer la loi. Si on appliquait clairement la loi et la convention collective des journalistes, je pense qu'au niveau de la question de la précarité, on ne serait pas dans la situation que l'on a aujourd'hui. D'accord. Merci. Sauf si Emmanuel veut rebondir, mais c'est plutôt effectivement, comme il nous reste plus beaucoup de temps, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Oui. Il faut aller à la tribune. Oui. Si tu peux aller à la tribune derrière là. Oui, il faut aller au petit pupitre, Emmanuel, merci. Et tu te présentes évidemment pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, bonjour à toutes et tous, Emmanuel Vire, secrétaire général du SNJ-CGT. J'ai malheureusement pas grand-chose à ajouter. Ce que vous a dit est parfaitement le reflet de la réalité, ce quoi on se bat avec les syndicats de journalistes et les associations. Juste, je voulais aller un peu plus loin dans ce qu'a dit Jean-Marie sur la presse magazine, parce qu'il se trouve que je travaille dans ce secteur, je suis à Prisma Média depuis 21 ans, et c'est vraiment le secteur que je connais mieux. Tu as tout à fait raison, Jean-Marie, ils sont dans des logiques financières, mais ce qui est dingue, c'est qu'ils ont encore des taux de rentabilité que je pense que la PQR ou la PQN nous envierait. Donc en fait, c'est juste, ils veulent maintenir des taux de rentabilité. En gros, c'est par exemple mon groupe Prisma qui est la propriété de Bertelsmann, vous savez, le géant allemand qui possède à la fois M6, RTL en France, qui était à des taux de rentabilité de 10-12%, qui accepte de descendre à 8%, mais vraiment en se faisant tirer l'oreille, quoi. Donc là, je vois, par exemple, un groupe comme Prisma, on nous a annoncé, à cause du Covid, de la situation aussi de la distribution, dont on n'a pas parlé, mais la faillite de Presstalis, ça fait aussi beaucoup de mal.
au lieu en gros de faire un résultat d'exploitation de 40 millions, ils vont nous faire un petit 30 millions de résultats cette année. Et ce qui compte, et ce qu'on a derrière, c'est on arrête tous les CDD, gel de toutes les embauches et on tape sur les pigistes. Et je rappelle que le modèle Presse Magazine, c'est un modèle pigiste, hein, comme le rappelait Julie. Prisma Media, c'est 500 journalistes en CDI, mais 700 pigistes qui travaillent toute l'année pour le groupe. Voilà. Donc moi, je suis assez effaré, et je vais m'arrêter là, mais en plus en disant évidemment que ces grands groupes sont souvent des multinationales ou détenus par des milliardaires, etc. Donc ils n'ont pas de problème d'argent au bout du bout, quoi. Par contre, nous, on a un problème d'information et ce qui se passe pour les journalistes. Voilà. Oui, tout à fait. J'aurais juste aimé rajouter un point. Il me semble que sur les chiffres que vous avez donnés, ce sont les chiffres carte de presse. Les chiffres sur les journalistes détenteurs de la carte de presse. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'il y a aussi dans la précarité, il y a les pigistes qui ont la carte de presse et puis il y a ceux qui ne l'ont pas. Et donc là, on a encore un autre pan de la précarité qui s'exprime avec ceux qui n'ont pas la carte de presse. Pour se rendre compte, sur la question des tarifs, par exemple des piges qui n'ont pas bougé depuis 20 ans, en moyenne, en général, les tarifs minimum recommandés par les syndicats, c'est 50 € le feuillet, les 1500 signes, un tiers de page Word, quoi, en gros. Quand on est pigiste, pour faire un SMIC, il faut remplir 11 pages de magazine, à peu près. Après, il y a des magazines qui payent plus ou moins, évidemment, mais il faut quand même se rendre compte, 11 pages de magazine, généralement, il n'y a pas qu'un sujet par page, c'est quand même énormément de boulot, quoi. Donc, et en plus de ça, déjà, c'est pas simple. Et en plus, maintenant, il y a des employeurs qui incitent et poussent à payer les journalistes sur facture, en auto-entrepreneur. Et alors là, évidemment, on arrive sur une trappe à précarité, mais incroyable, parce que, on va quand même le rappeler, c'est illégal de payer des journalistes en facture. On se rappelle la loi Cressard, 1974. Mais voilà, il faut vraiment se rendre compte qu'il y a la précarité avec carte de presse et celle sans carte de presse. C'est un sujet qu'on avait abordé, si vous vous souvenez, peut-être il y a 2 ans. On appelait ça les zones grises. Et effectivement, on avait fait le décryptage de toutes ces situations qui se cumulent et dont on n'a même pas une grande capacité à donner le chiffre exact, d'ailleurs. Voilà. Mais je crois qu'on est arrivé au bout de notre crédit horaire. Et donc, je passe la parole aux organisateurs et au prochain débat. Merci à vous. Merci à vous. Merci.